Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Israël est un des rares États nés d'une décision de l'Organisation des Nations Unies. Le 29 novembre 1947, celle-ci partagea la Palestine en deux États, l'un juif et l'autre arabe. Au terme d'une première guerre, seul le premier vit le jour, après l'expulsion de la grande majorité de sa population arabe. Quels facteurs ont pesé dans ces événements ? Le premier, c'est le mouvement sioniste, fondé par Theodor Herzl en 1897 pour créer un foyer juif. La plus grande puissance d'alors, le Royaume-Uni, en promit 20 ans après la construction dans cette Palestine qu'elle voulait contrôler pour mieux dominer le Moyen-Orient. Son mandat permit d'en jeter les bases. La tragédie de la Shoah légitima le projet aux yeux de l'opinion internationale, et nombre de ses survivants n'eurent pas d'autre choix que d'y contribuer. Sur place, épuisée par la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne ne parvenait plus à maîtriser l'affrontement entre Juifs et Arabes. D'autant que les États-Unis ambitionnaient de prendre sa relève dans la région, tandis que l'URSS contribuait à sa déstabilisation en choisissant, à la surprise générale, d'appuyer les forces sionistes. Ainsi débuta un des conflits de décolonisation les plus longs de l'histoire. Il dure encore. Introduction. Israël présente une particularité, en plus de toutes les autres, c'est un des très rares États nés d'une décision de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Le 29 novembre 1947, à la majorité requise des 2/3, l'Assemblée générale décidait de partager la Palestine, alors sous mandat britannique, en deux États, l'un juif et l'autre arabe, ainsi qu'une zone internationale, dite Corpus Separatum, pour Jérusalem et les lieux saints. Cette décision déclenchait aussitôt une guerre, d'abord judéo-palestinienne, puis israélo-arabe, qui déboucha sur un tout autre partage, légalisé par les armistices de 1949. L'État juif vit le jour sur un territoire augmenté d'un tiers. Il récupéra une partie des dépouilles de l'État arabe mort-né, le reste étant annexé par la Jordanie, Jérusalem-Est et la Cisjordanie, ou occupé par l'Égypte, la bande de Gaza. Et surtout les 4/5 des Palestiniens furent chassés de leurs terres et transformés en réfugiés. 18 ans plus tard, au terme de la guerre de 1967, Israël s'emparera des territoires qui lui avaient échappé en 1948, se rendant ainsi maître de toute la Palestine. Voilà comment débuta un des conflits de décolonisation les plus longs de l'histoire. Il dure encore, 75 ans après la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies. Et entre-temps, la question de Palestine a déstabilisé toute la région, ouvrant ou rouvrant de terribles et multiples blessures. On ne saurait comprendre ces décennies de malheur pour les deux peuples en présence, et au-delà, pour leurs voisins sans revenir sur l'apparition d'un État se voulant juif au cœur du Proche-Orient arabo-musulman. Pourquoi et comment est-il né ? Israël est d'abord le produit d'un des mouvements politico-idéologiques les plus dynamiques de l'histoire récente. Le sionisme fondé un Theodor Herzl au départ assimilationniste, mais convaincu par la résurgence de l'antisémitisme, de la Russie des pogroms à la France de l'affaire Dreyfus, de l'inassimilabilité des Juifs dans les sociétés où ils vivaient. Mais l'idée de créer un État pour eux en Palestine n'aurait pas pris corps si la plus grande puissance de l'époque, le Royaume-Uni, n'avait vu dans le sionisme un instrument propice à accélérer la victoire alliée dans la Première Guerre mondiale et à assurer ensuite son propre contrôle sur le Proche et Moyen-Orient. D'où l'engagement pris par la déclaration Balfour, le 2 novembre 1917, de créer un foyer national juif dans cette Palestine que Sa Gracieuse Majesté avait déjà promise aux Arabes et aux Français. Une nation, résuma Köstler, a solennellement promis à une deuxième le territoire d'une troisième. En 1939, toutefois, moins de 5% des Juifs du monde avaient gagné la Palestine, où ils ne représentaient qu'un petit tiers de la population. La légitimité du projet sioniste devint évidente aux yeux du monde lors de la découverte d'un des plus terribles génocides de l'histoire, longtemps appelé Holocauste, jusqu'à ce que Claude Lanzmann, pour intituler son célèbre film, utilise le terme hébreu Shoah. Qui plus est, nombre de survivants n'eurent pas d'autre destination possible que la Palestine pour rebâtir leur vie. Ils ne pouvaient ni rentrer chez eux, en Pologne où des pogroms accueillaient les revenants ou dans une URSS bientôt en proie à une inquiétante répression anti-juive, ni se rendre aux États-Unis,
où la loi Johnson-Reed avait considérablement réduit l'immigration en 1924. L'autre facteur décisif, ce sera l'incapacité d'un Royaume-Uni épuisé par la guerre mondiale à tenir bon entre deux feux. Le mouvement sioniste, le plus puissant et qui n'hésita pas à recourir au terrorisme, la résistance arabe, mais décimée par la répression de la Grande Révolte de 1936 à 1939 et trahie par les États voisins. Comment en effet entretenir un corps expéditionnaire de plus de 100 000 boys quand Sa Gracieuse Majesté n'a plus un penny? La survie de l'ex-première puissance mondiale dépend de la reconduction du pré-bail de Washington, qui rêve de prendre la relève de Londres au Proche-Orient et ailleurs. Sans oublier que Harry Truman, le vice-président qui succède à Franklin D. Roosevelt en 1945, compte notamment sur la communauté juive pour se faire élire 3 ans plus tard. Telles sont les principales composantes du drame qui va se jouer, du plan de partage de 1947 au dernier armistice israélo-arabe de 1949. Nous les examinerons ici une à une, pour expliquer comment la réparation d'une terrible injustice se fit au prix d'une autre, à laquelle le monde doit un de ces conflits non pas certes les plus meurtriers, mais les plus durables. Il n'en sortira pas tant que les deux peuples ne vivront pas en égalité et en paix. Premier chapitre, le YICHOUV, Israël avant Israël. Au lendemain du premier congrès sioniste mondial, le 1er septembre 1897, Theodor Herzl écrit dans son journal « Si je devais résumer le congrès de Bâle en une seule phrase que je me garderais de prononcer publiquement, je dirais « À Bâle, j'ai fondé l'État juif ». Si je disais cela à haute voix aujourd'hui, je serais accueilli par un fou rire général. Peut-être dans 5 ans et certainement dans 50 ans, tout le monde s'en rendra compte. 50 ans, 8 mois et 14 jours plus tard, David Ben-Gourion déclare à Tel Aviv l'indépendance de l'État d'Israël. Au-delà de l'étonnante présaillance du fondateur du mouvement sioniste, ce saut de 50 ans est essentiel à la compréhension de cet événement majeur du XXe siècle, qui marque encore le Proche-Orient et le monde aujourd'hui, la création de l'État d'Israël. Certes, celui-ci n'aurait pas vu le jour sans la tragédie sans précédent qu'a représenté le judéocide, l'extermination de la moitié des Juifs européens, un tiers du judaïsme mondial. Mais il est d'abord né du succès du projet d'un homme, repris à leur compte par les dirigeants de la première puissance mondiale de l'époque et mis en œuvre 25 ans durant, par les sionistes de toute sensibilité sous l'aile du mandat britannique. Fondateur du mouvement, Theodor Herzl est un intellectuel juif autrichien d'origine hongroise longtemps assimilationniste, au point de prôner la conversion des Juifs au catholicisme. Sauf que, correspondant à Paris de la Neue Freie Presse, il assiste, dans la cour des Invalides, à la dégradation du capitaine Dreyfus. Dans l'affaire, il voit, après les nouveaux pogroms de Russie, le signe que les Juifs, malgré leur émancipation progressive initiée par la Révolution française, resteraient inassimilables et devraient donc disposer d'un État à eux. En 1896, il publie son livre L'État des Juifs, puis l'année suivante, réunit à Bâle le premier congrès sioniste mondial, dont le programme revendique pour le peuple juif un foyer reconnu publiquement et garanti juridiquement. À cette fin, poursuit la résolution, le Congrès envisage d'employer les méthodes suivantes. L'encouragement par principe de la colonisation de la Palestine par des Juifs ouvriers agricoles, manœuvres et exerçant d'autres professions. L'unification et l'organisation de toutes les communautés juives en groupes locaux et plus vastes, conformément aux lois de leurs pays respectifs. Le renforcement de la conscience individuelle et de la conscience nationale juive. Des démarches préparatoires, en vue d'obtenir des gouvernements le consentement nécessaire à la réalisation des buts du sionisme. Enquête de sponsors pour l'État juif. Durant le reste de sa vie, Herzl cherche à obtenir des appuis internationaux pour son projet. Dans la quête de cette indispensable collaboration, il donne au sionisme un visage de Janus, face libératrice pour les Juifs, face colonisatrice pour les États sollicités. Ainsi le créateur de l'organisation sioniste fait-il miroiter aux yeux du sultan, outre le renflouement des caisses ottomanes, l'aide des Juifs palestiniens pour juguler la menace d'une insurrection arabe. Un message destiné à Bismarck souligne que l'implantation d'un peuple neutre sur la plus courte route vers l'Orient peut être d'une immense importance pour la politique orientale de l'Allemagne. Ce peuple, ajoute-t-il,
est contraint quasiment partout à rejoindre les partis révolutionnaires. Herzl use du même argument avec Witt et von Plehve, ministres russes et instigateurs de pogroms. Si une colonie du peuple juif s'installait en Palestine, les éléments radicaux seraient forcés de prendre part au mouvement. Dans le cas contraire, la frustration de ces espoirs bouleverserait toute la situation au profit des partis révolutionnaires. Bien d'autres encore reçoivent sa visite, à l'instar du roi de Bulgarie, de celui d'Italie et de l'empereur Guillaume, sans oublier le pape Pie X. Lorsqu'il meurt le 3 juillet 1904, Herzl n'a pas trouvé de sponsors internationaux. Mais il le sait, la clé du succès se trouve à Londres. Avec l'Angleterre en guise de point de départ, écrivit Herzl en 1904, nous pouvons être assurés que l'idée sioniste s'élancera plus avant et plus haut que jamais auparavant. Le mouvement sioniste devra attendre encore 13 ans pour arracher enfin, avec son successeur Chaim Weizmann, le soutien du Royaume-Uni. Le 2 novembre 1917, en effet, le secrétaire au Foreign Office britannique, Lord Arthur James Balfour, écrit à Lord Lionel Walter Rothschild, personnalité majeure du mouvement sioniste, que le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. Étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ou aux droits et statuts politiques dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. Palestine for the Jews. Official Sympathy. L'expression foyer national, à mi-chemin entre minorité reconnue et État, reprend exactement le programme de Bâle. L'évocation des collectivités non juives existant en Palestine fleure bon l'hypocrisie. Le territoire comporte alors quelques 580 000 Arabes et moins de 70 000 Juifs. Également significative, l'allusion aux droits et statuts politiques dont les Juifs jouissent dans tout autre pays, entend apaiser les craintes des communautés juives occidentales qui rejettent massivement le projet sioniste. Lorsque le Times publie le texte de la déclaration Balfour, le 9 novembre, il l'intitule « Palestine for the Jews ». Official Sympathy. Cette sympathie que recherche Londres, c'est celle des Juifs du monde entier dans le contexte d'une Première Guerre mondiale encore indécise. À l'automne 1917, l'inquiétude domine chez les Alliés. Sur le front de l'Ouest, l'armée allemande menace, après l'échec de l'offensive dite finale, de l'armée française au sein de laquelle les mutineries se multiplient. À l'Est, la Russie révolutionnaire, menchevique et a fortiori bolchevique, risque de cesser le combat. Et si les États-Unis sont entrés en guerre le 6 avril, le gros de leur corps expéditionnaire n'est pas encore arrivé. Dans ces conditions, la promesse d'un foyer national pourrait, estime Londres, transformer les Juifs en atouts. Aux États-Unis dont ils accéléreraient l'engagement, en Allemagne et en Autriche-Hongrie, où ils se détacheraient de leur gouvernement, en Russie où nombreux parmi les dirigeants mencheviques et bolcheviques, ils pourraient empêcher Moscou de conclure une paix séparée. Ministre de l'armement à l'époque, Winston Churchill ne le dissimule pas. L'année 1917 marqua peut-être la période la plus maussade et la plus sombre de la guerre, écrira-t-il. C'était l'époque où les éléments les plus résolus du gouvernement britannique cherchaient à enrôler toute influence capable de garder unis à la tâche les nations alliées. Le mouvement sioniste dans le monde entier était activement pro-britannique. Et Churchill ajoute: les talentueux dirigeants du mouvement sioniste et ses nombreuses ramifications exercèrent une influence appréciable sur l'opinion américaine et cette influence était constamment en notre faveur. Les Juifs, sionistes aussi bien que non sionistes, ont œuvré pour le succès de la Grande-Bretagne et pour une étroite coopération entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. La déclaration Balfour ne doit donc pas être regardée comme une promesse faite pour des motifs sentimentaux. C'était une mesure pratique prise dans l'intérêt d'une cause commune à un moment où cette cause ne pouvait se permettre de négliger aucun facteur d'assistance matérielle ou morale. Cette vision britannique, écrit Alain Grèche, ironie de l'histoire, n'est pas éloignée de celle des pires antisémites qui détectent partout la main des Juifs. Et de citer le Premier ministre britannique d'alors évoquant la puissance de la race juive, guidée par ses seuls intérêts financiers. Lord Balfour lui-même avait été le promoteur en 1905 d'un projet de loi sur la limitation de l'immigration en Grande-Bretagne, qui visait avant tout les Juifs de Russie.
Quant à Mark Sykes, il évoquait cette race, vile et faible, qui est hégémonique dans le monde entier et qu'on ne peut vaincre. Des Juifs siègent dans chaque gouvernement, dans chaque banque, dans chaque entreprise. Mais le projet britannique va au-delà de la guerre. Obsédé par la sécurité de son système colonial, le Royaume-Uni redoute l'emprise de la France sur la Palestine qui, si près du canal de Suez, serait une permanente et formidable menace pour les lignes de communication essentielles de l'Empire, assure Sir Herbert Samuel, futur premier haut-commissaire britannique sur place. De Balfour au mandat. Les dirigeants sionistes ne l'ignorent pas. Une Palestine juive, susurre Chaim Weizmann, serait une sauvegarde pour l'Angleterre, particulièrement en ce qui concerne le canal de Suez. Dans ce jeu de dupes, Lord Curzon, successeur de Lord Balfour, met en garde. Pendant que Weizmann vous dit une chose et que vous pensez foyer national juif, il a en vue quelque chose de très différent. Il envisage un État juif, et une population arabe soumise, gouvernée par les Juifs. Il cherche à réaliser cela derrière l'écran, et la protection de la garantie britannique. La déclaration Balfour bafoue surtout les deux autres engagements que la Grande-Bretagne a pris. D'abord la promesse faite en 1915 au shérif Hussein comme à Ibn Saoud, en échange de leur participation à la guerre contre les Turcs, de reconnaître et soutenir l'indépendance des Arabes. Ensuite, les accords passés la même année avec les Français, dits accords Sykes-Picot, qui partagent entre les deux grands pays le grand royaume soi-disant destiné aux Arabes. Arthur Koestler résume : une nation a solennellement promis à une deuxième le territoire d'une troisième. La conférence de Paris 1919, le traité de Sèvres 1920 et la conférence de San Remo 1920 reprennent la promesse faite par Londres au mouvement sioniste. Mais la Palestine, théoriquement internationalisée par les accords Sykes-Picot, devient mandat britannique le 24 juillet 1922, et l'administration anglaise promulgue ensuite le Palestine Order in Council, ordonnance qui en codifie le fonctionnement concret. Auparavant, le 28 juin 1919, l'article 22 du Pacte de la Société des Nations SDN a défini les mandats sur les territoires non européens retirés à l'ex-empire allemand et à l'ex-empire ottoman. Il considère les peuples des territoires en question comme encore incapables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Il s'agit donc d'en assurer le bien-être et le développement, tâche constitutive d'une mission sacrée de civilisation. Pour y parvenir, il faut confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité et consentent à l'accepter. Le mandat sur la Palestine diffère sur 3 points importants des accords Sykes-Picot de 1916. Il intègre le foyer national juif qui n'était pas prévu dans le compromis franco-britannique. Au lieu d'un contrôle international avec un port, celui de Haïfa, confié aux Britanniques, la Palestine est intégralement offerte à Londres. Enfin, Mossoul est rattaché au mandat britannique sur l'Irak. Le texte indique noir sur blanc que le Royaume-Uni doit placer le pays dans des conditions politiques, administratives et économiques qui permettront l'établissement d'un foyer national juif et le développement d'institutions d'autogouvernement. Londres doit faciliter l'immigration juive et encourager l'installation compacte des Juifs. À l'exception de la partie située à l'est du Jourdain, que le Royaume-Uni a déjà unilatéralement retranché en avril 1921 pour y créer la Transjordanie. Un État juif en formation. Sous couvert de tenir sa promesse d'un État arabe indépendant, Londres se crée surtout une base arrière, avec à sa tête le troisième fils du shérif Hussein, Abdallah Ier, sous la forme d'un émirat administrativement indépendant le 25 avril 1923, mais sous contrôle britannique direct. L'indépendance formelle n'interviendra en réalité que le 22 mars 1946, toujours sous l'aile britannique. Même la Légion arabe, principale armée arabe à l'époque, est placée sous le commandement d'un général anglais, John Bagot Glubb, dit Glubb Pacha. Et en 1947, le roi Abdallah partagera la Palestine avec Golda Meir, 12 jours avant la partition onusienne. Cet accord sera effectivement appliqué. La Légion arabe ne combattra pas l'armée juive, sauf à Jérusalem non partagée par l'ONU, on le verra, et la Transjordanie pourra ainsi récupérer Jérusalem-Est ainsi que le gros de la Cisjordanie. Héritage de la déclaration Balfour,
le mandat britannique va assurer jusqu'en 1939 la transformation du Yishuv, la communauté juive de Palestine, en quasi-État. Résumons. Entre 1922 et 1948, la proportion de Juifs passe de 12% à 34% de la population de la Palestine, leur superficie agricole est multipliée par 3, leur indice de production industrielle par 20. Priorité des priorités, l'immigration. En Palestine, avant la Première Guerre mondiale, on dénombre 60 000 Juifs, rescapés des anciennes communautés, des colonies implantées par les Rothschild et autres millionnaires dits philanthropes, ainsi que des deux premiers alios. Le terme hébreu alia désigne la montée en Palestine. 30 ans après, le cap des 500 000 est franchi. La marche au pouvoir de Hitler sépare distinctement deux étapes de peuplement. Relativement lente de 1920 à 1931 avec 108 107 immigrants officiels, soit 9 000 en moyenne par an, accélérée de 1932 à 1939 avec 213 629, soit 26 700 par an. Cet alia procède moins d'un choix sioniste que d'une fuite face aux persécutions, facilitée par l'accord d'Iavara, transfert conclu par l'Organisation sioniste mondiale avec le gouvernement nazi le 25 août 1933. Contrairement aux autres qui partent sans un marque, les Juifs allemands gagnant la Palestine peuvent y récupérer une partie de leur capital sous forme de produits exportés par le Reich. Cet accord sauvera la vie de plusieurs dizaines de milliers de Juifs allemands, qui échapperont ainsi au judéocide. En revanche, il coûtera la vie à son négociateur, Haïm Arlosorov, assassiné sur la plage de Tel Aviv le 16 juin 1933 par des tueurs et pour des raisons sur lesquelles on n'a aujourd'hui encore aucune certitude. N'imaginons pas un troisième Reich converti au sionisme. À l'origine, le régime nazi n'a pas encore conçu sa solution finale de la question juive. Il s'attache d'abord, jusqu'à la fin des années 1930, à exclure les Juifs de la société allemande et à les pousser à l'émigration. Dans un second temps, à partir de 1940, Hitler pensera en termes de déportation massive, vers Madagascar d'abord, puis vers la Pologne et enfin la Sibérie. Son projet génocidaire proprement dit, avec sa dimension industrielle, se radicalisera à partir de l'invasion de l'URSS, le 22 juin 1941, dans la foulée de ce qu'on appelle la Shoah par balles. Environ 120 000 arrivants supplémentaires officiels rejoindront en Palestine, entre 1939 et le 14 mai 1948, les immigrants précédents. De telle sorte que, malgré les restrictions croissantes consécutives aux révoltes arabes, le Yishuv peut se targuer d'une fulgurante expansion, puisqu'il comporte le tiers de la population de la Palestine mandataire. Mais le nombre total de Juifs à la veille de la Seconde Guerre mondiale y reste inférieur à 3% de la population juive mondiale, avant la Shoah. Régénérer le peuple juif par le travail, tel est l'idéal du mouvement sioniste, en particulier de sa tendance socialiste, très influente parmi les immigrants provenant de l'ex-empire tsariste. L'agriculture a leur préférence. Grâce aux terres vendues le plus souvent par de grands propriétaires étrangers à la Palestinian Jewish Colonization Association, puis au Keren Kayemet, le Fonds national juif, la superficie cultivée par les Juifs s'élèvera de 20 400 hectares en 1897 à 180 230 un demi-siècle plus tard. Dans le même laps de temps, le nombre de colonies, de 27, franchit le cap des 300. Et l'industrie, le commerce et l'artisanat, en dépit de dures phases de récession, prospéreront également, et avec eux l'urbanisation. Faubourg du port arabe de Jaffa en 1909, Tel Aviv dépasse les 150 000 habitants en 1936. Rien là d'un processus spontané. La condition de la réalisation du sionisme, écrira un journal juif, c'est la conquête de tous les emplois du pays par la main-d'œuvre juive. Sur les murs de Jérusalem et de Tel Aviv, des affiches proclament « N'achetez pas de produits arabes ». Des délégations de l'organisation sioniste se rendent même dans plusieurs pays arabes pour y recruter des travailleurs. Il s'agit de remplacer les Arabes par des Juifs payés comme des Arabes. Cette dimension est révélatrice de l'ambivalence du sionisme. La conquête du travail juif, conçue, on l'a vu, pour remettre à l'endroit la pyramide sociale juive inversée par des siècles d'interdiction professionnelle, entraîne d'autres conséquences. Elle prive d'emploi et de débouchés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.